ici à Plattsburgh chez votre fils, le docteur Massembo, et nous allons faire un enregistrement sur votre vie, comme pasteur, comme professeur, comme intellectuel, comme chrétien de notre Église, chrétien du monde aussi. Et ce qui m'attire, ce qui me pousse à vous poser ces questions, c'est ce verset tiré de Proverbe 18, verset 15. Un cœur intelligent acquiert la sagesse, et une oreille de sage cherche la science. Je vais donc auprès de vous afin d'acquérir la science de la vie que nous devons communiquer aux autres générations. Je vous tends mon oreille aujourd'hui afin que mon oreille puisse être comme l'oreille des sages qui cherchent la science de la vie. Donc apprêtez-vous à répondre à nos questions pour nous donner la science de la vie que le Seigneur Dieu vous a communiquée tout au long de votre pèlerinage sur cette terre. Merci. Je veux parler. Oui. Merci pour l'honneur que vous me faites de venir m'interroger, m'interviewer et partager avec vous quelques expériences de ma vie, de ma formation et dans mon ministère comme professeur et pasteur dans notre communauté. Toute sagesse vient de Dieu et c'est lui qui donne, n'est-ce pas, la sagesse à ceux qui le lui demandent. Nous ne faisons que l'œuvre de serviteur pour essayer de transmettre ce que nous avons reçu de lui, qui est le Seigneur des Seigneurs et le sage de toutes les sagesses. Mais je vais essayer de répondre à certaines questions que vous me poserez. D'abord, je dois vous dire que je suis né dans le village de Ndiba. Village Ndiba qui se trouve dans le groupement Kingoye, qu'on appelle dans la collectivité, dans le secteur de Mongolwala, territoire de Luozi, dans le Bas-Congo. Je me suis né, n'est-ce pas, de la famille, une famille chrétienne. Mes parents sont des chrétiens. Ma mère était diaconesse et mon père aussi était très engagé dans la vie de l'Église. Mon grand-père maternel était aussi chrétien. Wow. Chrétien. Et mon père s'appelle Massamba Salomon et ma mère s'appelait Kwanga Damali. Et Damari, le nom Damali, est tiré de la Bible. Damali, à Kikongo Damali, mais en français c'est Damaris. C'est une des femmes converties à Athènes. À l'aéropage. À l'aéropage d'Athènes, lors de la prédication de Paul. Intéressant, intéressant. Une prédication qui était faite sur le modèle de la philosophie grecque pour toucher les philosophes. J'ai constaté depuis que je vous ai connu, en 79, votre penchant pour la philosophie. Oui, j'avais du penchant pour cette discipline-là. Mais comme on le connaît, les Africains convertis au christianisme lors du baptême recevaient un nom qu'on dit, n'est-ce pas, non chrétien. Soit un nom, n'est-ce pas, de la Bible, et parfois un nom des saints, et dans notre religion, parfois des prénoms suédois, comme Stina, etc. Mais ma mère a reçu un nom biblique, Damaris. Alors, mais quand êtes-vous né exactement? Alors, exactement, je suis né en 1933. Le 30 juin, le 27 juin 1933. Le 27 juin 1933. Alors, comme mon père, n'est-ce pas, habitait dans le passé, dans son passé, la ville, il avait aussi un réveil, une montre.
Et il me dit qu'il a essayé même de voir à quelle heure je suis né. Et il pensait que c'est vers 17h, 17h, donc 5h de l'après-midi. Je suis né. Oh, c'est merveilleux. Il a même retenu l'heure et la date. Ce qui est merveilleux. Alors, comme mon père savait écrire, il a écrit ma date de naissance et la date de naissance des autres enfants aussi du village. Parce qu'à ce temps-là, n'est-ce pas, on ne s'intéressait pas à la date de naissance. Les gens naissaient, grandissaient. Alors, quand on voulait savoir quelle est sa date, ou à quelle époque, on essayait de voir, n'est-ce pas, quel événement important qu'il y a eu à cette époque-là. Et à l'époque où je suis né, il y avait aussi l'invasion des sauterelles. Des sauterelles qui ont envahi des champs, etc. Alors, on retient cet événement-là comme... Ce qui, donc, des enfants de mon âge qui ne savent pas leur date. À quelle époque vous êtes né? Ah, quand il y avait... L'invasion des sauterelles. Intéressant. Ouais. Maintenant, parlez-nous un peu de votre parcours scolaire. Quand vous êtes né, vous avez commencé, mais quand avez-vous commencé à étudier et où? Alors, pour cela, il faut savoir comment était structuré l'enseignement. Oui. Alors, à l'âge de 4 ans ou 5 ans, à l'âge de raison, les enfants fréquentaient ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'école du village. Parlez-nous un peu. Qu'est-ce que c'est l'école du village? Parce qu'à ce temps-là, presque à chaque village, il y avait un catéchiste. Un catéchiste. Catéchiste est une sorte d'évangéliste. Et d'enseignant. Et en même temps, n'est-ce pas, enseigner. Alors, le matin, il y avait culte commun avec les adultes. Il y avait lecture biblique et l'interprétation, n'est-ce pas, de la Bible, prière, etc. Puis les enfants, les jeunes, restaient pour l'instruction biblique. Et l'après-midi, le catéchiste réunissait les enfants pour l'alphabétisation, pour leur apprendre l'alphabet et à lire et à lire aussi. La lecture. Alors, tout cela, c'est l'école du village. Du village, oui. Alors, il n'y avait pas un âge fixe pour aller à une autre école. Il y en a d'autres qui ont terminé, parce qu'à ce moment-là, l'enseignement n'était pas obligatoire. Il y en a d'autres qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont assisté qu'à l'école du village. Donc l'âge où l'on pouvait aller à l'école rurale, une école qui groupait les enfants de plusieurs villages et variés. Et moi, je suis allé à l'école rurale quand j'avais, n'est-ce pas, 9 ans. Ça, c'est l'école rurale. Oui, à l'école rurale. Donc après l'école du village. Oui, à l'école du village. Oui. Alors tous les enfants de l'école du village allaient à l'école rurale? L'école rurale, pas tous les enfants. Les enfants, n'est-ce pas, qui pouvaient aller. Et à l'âge, il y a même des enfants qui allaient à l'école rurale à l'âge de 12 ans, même de 13 ans, même de 14 ans. Et moi, je suis allé à l'école rurale. À l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans. J'étais considéré comme les des plus jeunes élèves de l'école rurale. Puisque cette école rurale était aussi tout près de mon village. Et le retard scolaire à ce temps-là était dû à plusieurs événements, plusieurs facteurs. Parce que les enfants, n'est-ce pas, devaient travailler manuellement. Il y avait le travail manuel et les enfants se construisaient eux-mêmes, n'est-ce pas, leur propre maison. Alors ils étaient chargés aussi d'autres travaux, etc. Il faut être déjà fort, n'est-ce pas, pour aller dans une école rurale. Ouais. Et moi, je suis allé à l'école rurale qui était tout près de mon village, l'école rurale, n'est-ce pas, de Bouendé. De Bouendé. Oui, là où j'ai passé, n'est-ce pas, 2 ans. L'école rurale, 2 ans.
Je me rappelle de mes maîtres, de mes enseignants, Massanga Philippe, du village de Kilamadou, Oui. qui m'aimait beaucoup. Et parce que j'étais quand même un élève brillant, et il aimait beaucoup. Et quand il allait en tournée de l'évangélisation, parce qu'il faisait aussi parfois l'évangélisation, et je l'accompagnais, et nous passions le lit, et nous partageons le même lit, n'est-ce pas, dormons, n'est-ce pas. Donc, intéressant. Beaucoup, intéressant. Alors, après l'école rurale, qui donc durait 2 ans, 2 ans, on obtient un certificat de fin d'études rurales. Mais ce n'est pas encore la fin de l'école primaire de formation. Après l'école rurale, on allait à l'école régionale. L'école régionale qui groupait plusieurs élèves venant de plusieurs écoles rurales. Oui. Alors moi, je suis à l'école régionale de Kimbenza. L'école à ce moment était à Kimbenza. Il y avait d'autres écoles régionales aussi, comme le Yalala, que peut-être vous connaissez, le village de Yalala, il y avait une école régionale. Oui. Il y avait une école régionale, n'est-ce pas, à Ndingi, etc. Et donc il y avait plusieurs écoles régionales. Alors nous, dans notre coin, nous allons à l'école régionale de Kimbenza pour une durée de 2 ans. 2 ans encore. Donc vous avez l'école du village, l'école rurale 2 ans et l'école régionale 2 ans encore. 2 ans encore. Et à la fin des 2 ans, on obtenait un certificat encore un certificat de l'école régionale. Oui, l'école régionale. Et c'était la fin de l'école primaire? C'était pas encore la fin. Alors il faut continuer à l'école centrale. Donc l'école, n'est-ce pas, le siège de la mission, de l'école centrale qui accueillait les élèves qui venaient de plusieurs écoles régionales. On y passé donc 3 ans. Et après 3 ans, donc on complète tous les cycles de formation à ce temps-là. Donc vous avez l'école du village, vous avez l'école rurale, vous avez l'école régionale et vous avez 3 ans de l'école centrale. Donc une formation de 7 ans. Et quels sont les cours que vous apprenez dans toutes ces écoles? Bon, n'est-ce pas, connaissance biblique. Oui, à la connaissance biblique. Connaissance biblique, mathématiques, donc arithmétique, géométrie. On appelle ça système métrique. Ouais. Mais nous avions aussi même n'est-ce pas, quelques notions d'algèbre. D'algèbre. À l'école. Wow. L'agriculture, etc. L'agriculture aussi. Alors, et le travail manuel. Le travail manuel qui était obligatoire, évidemment. Alors, après l'école primaire, donc, après la 7e année, alors, on obtient un certificat d'études bibliques, d'études primaires. Alors, il y avait, c'était une sorte, quelque sorte de bulletin où l'on donnait, n'est-ce pas, les points obtenus pour chaque discipline et la mention. Alors, les élèves qui le méritaient, ils travaillaient, n'est-ce pas, qui avaient 60% au moins, obtenaient aussi ce qu'on appelle, obtenaient un diplôme. Et ceux qui avaient 50% ou moins de 50%? Ils n'obtenaient pas le diplôme. Pas de diplôme? Pas de diplôme. Ouais. Ceux qui avaient 60% et plus obtenaient un diplôme. Et vous avez obtenu à peu près combien de pourcents? Je dois obtenir, n'est-ce pas, plus de 90%. Waouh! Oui. Waouh! Et j'avais aussi une application très soutenue et une conduite très bonne. Ce sont des choses qu'on trouvait dans les certificats de l'école primaire. Oui. Maintenant, après l'école centrale, qu'est-ce que vous avez fait alors? Après l'école centrale, qu'avez-vous fait? J'ai dû d'abord travailler comme
aide-moniteur. Comment ça? C'est intéressant, parlez-nous. Parce qu'à cette époque-là, Uh-huh. après l'enseignement primaire, ceux qui voulaient continuer les études à Kimpese, par exemple, devaient travailler d'abord comme aide-moniteur ou sous-catéchiste, donc affecté dans un village comme sous-catéchiste. Avant de poursuivre les études. Avant de poursuivre les études, pendant au moins 2 ans. Et si quelqu'un voulait faire la mécanique ou la menuiserie et tout ça, Si à l'école technique? Plus tard, n'est-ce pas, la mécanique ou la menuiserie. Ou l'infirmerie. La mécanique et menuiserie, c'est à l'école de Mansimo, Uh-huh. au Congo, Brazzaville. Fondé par le Suédois. Fondé par le Suédois. Alors, il devait d'abord travailler à l'atelier qui se trouvait, n'est-ce pas, à la mission. Comme aide-menuisier, Oui. aide-mécanicien. Donc pendant 2 ans aussi, Intéressant. à Mansimo. Alors, ceux qui voulaient devenir, n'est-ce pas, infirmiers, Uh-huh. alors ils devaient d'abord travailler au dispensaire de la mission. Comme aide-infirmier. Comme aide-infirmier pendant 2 ans. Intéressant. Alors, après cela, ils pouvaient continuer à Kibunzi, où se trouvait, n'est-ce pas, l'école d'infirmiers. Et avec la création de l'école d'infirmiers de l'Imeki Kimpese. Alors, il allait à Kimpese, mais il faut avoir d'abord travaillé 2 ans au dispensaire de la mission. Donc, il mettait vraiment déjà en pratique ce principe pédagogique américain qui dit learning by doing. Vous voyez, n'est-ce pas, comment l'enseignement était échelonné. Pour passer, n'est-ce pas, à un niveau, il faut d'abord Pratiquer. pratiquer. Auprès de notre sage, de notre praticien, d'un enseignant. Vous êtes parti faire un stage auprès d'un enseignant. Dans quelle ville? C'est pas une ville, dans Ouais. quel village? Ville rurale. À l'école rurale Voilà. de Musingasia. Voilà. À l'école rurale de Musingasia. Eh, Non loin de Kingoyi. hein. Là, vous êtes parti travailler comme aide-moniteur. Mais je n'ai pas fait 2 ans là-bas. Uh-huh. Je fais, n'est-ce pas, une année Mhm. à Musingasia. Alors, il y avait un de nos maîtres d'une école régionale Mhm. qui a démissionné pour je ne sais quelle raison. Alors, on m'a affecté à cette école régionale-là Mhm. pour enseigner pendant quelques mois pour clôturer l'année. Ah, vous étiez presque seul. Oui. Donc, j'étais avec un autre maître. Un autre maître, vous avez votre Parce classe. qu'il y avait toujours des classes Ah, ok. chaque... Dans chaque école. Donc, j'étais affecté à l'école régionale de Kikwango. Vous étiez à l'école régionale, c'était le 3e niveau, hein? Oui, j'ai enseigné. Eh. Là. Comme je dis, ce n'est pas pour me vanter, mais comme j'ai dit, n'est-ce pas, j'étais un élève Assidu, brillant. brillant. Alors, ce qui est intéressant, n'est-ce pas, que dans cette école-là, n'est-ce pas, que j'ai rencontré des élèves de mon âge, j'enseignais les élèves de mon âge, et d'autres qui étaient plus âgés que moi. Oui. Oui. Mais quand même, ils me respectaient comme leur enseignant. Intéressant. Oui. Intéressant. Parce que vous m'avez donné l'opportunité d'enseigner des étudiants de mon âge ou qui me dépassaient aussi. Quand j'ai commencé ma carrière à l'enseignement, on arrivera là. Plus tard aussi, j'ai eu d'autres élèves dans notre, comme nous le verrons plus tard, des élèves qui étaient plus âgés Que vous-même. que moi, même plus âgés de 3 ans ou de 4 ans. Mais j'étais leur enseignant plus tard. Alors, après votre année et demie de stage, vous êtes allé à l'école secondaire? À ce temps-là, il n'y avait pas une école secondaire Mhm. comme telle. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Il y avait l'enseignement, je dirais, n'est-ce pas, post-primaire. Il y avait, n'est-ce pas, à Kimpese, on devait aller à Kimpese. Ouais. Alors, à Kimpese,
il y avait l'école normale. L'école normale. L'école normale, il y oui. avait l'école biblique, il y avait l'institut biblique, l'institut biblique, il y avait le niveau de théologie, et il y avait aussi le niveau pour la formation des pasteurs. Mais donnez-nous un peu la différence entre l'école normale, l'école biblique. Alors, l'école normale, c'est pour former, n'est-ce pas, des enseignants qualifiés. École normale. C'était l'appellation à ce temps, école normale. Oui, comme en France, l'école normale. Catholique, et aussi il y avait comme l'école normale de Toumba, oui. que tu connais, oui. n'est-ce pas? Mais avec le programme de 1948 élaboré en Belgique et est appliqué dans tous les Congos, alors les écoles normales sont devenues des écoles de moniteurs. École de moniteurs. Donc moi je suis allé à l'école de moniteurs. Tout en gardant pas le même niveau, mais on les appelait l'école de moniteurs. Ok. À Kimpese. Après donc 2 ans, j'étais à l'école de moniteurs, n'est-ce pas, de Kimpese. À l'école de moniteurs, j'ai fait donc avant la création de l'école secondaire, à l'école de moniteurs, j'ai fait 2 ans. Oui. Et avec la création de l'école secondaire, j'ai été transféré à l'école secondaire pour recommencer donc la première année. Alors là, j'ai passé à l'école secondaire, n'est-ce pas, 6 ans. Premier cycle de 3 ans qu'on appelait cycle commun, et puis 3 ans de cycle qu'on appelait cycle, n'est-ce pas, normal. Donc pour la formation des instituteurs. Donc il y avait l'école des moniteurs pour former les moniteurs, puis l'école secondaire, cycle normal, pour former ce qu'on appelle les instituteurs. Ok. Oui. Les instituteurs étaient différents de moniteurs. Oui. Intéressant. Ils faisaient le même travail, mais des niveaux de formation différents. Des niveaux différents. Oui. Alors on appelait instituteur celui qui était plus formé. Qui a fait 6 ans. Et moniteur. Oui. Ce qui a fait 4 ans. 4 ans, aussi, ok. Oui. Okay. Alors, à ce temps-là, les instituteurs pouvaient aussi devenir des inspecteurs des écoles primaires. Okay. Et parfois, on les affectait aussi à enseigner à l'école des moniteurs ou au cycle inférieur de l'école secondaire. Ah, wow. Oui. Alors, donc, je suis allé Kimpese, je disais, à 51. À 51. 1951, oui. Pour terminer en 1959. Alors là, vous avez terminé l'école de moniteur ou l'école d'instituteur? L'école de moniteur, je ne l'ai pas terminée parce que j'étais transféré à l'école. Transféré. Oui. Alors, j'ai terminé. On a vu que vous étiez plus compétent pour l'école. J'ai terminé donc l'école secondaire, cycle normal, d'abord le cycle inférieur 3 ans, puis le cycle normal 3 ans, donc 6 ans. Alors je suis sorti en quelque sorte, n'est-ce pas, instituteur. Alors quand vous avez terminé comme instituteur, vous êtes allé à l'université? Non. Je ne suis pas allé à l'université. À ce temps-là aussi, toujours, il faut avoir, n'est-ce pas, au moins travailler. Personne d'entre nous n'est allé directement à l'université, même s'il voulait continuer. Alors, on s'arrêtait toujours pour travailler, acquérir de l'expérience. Oui. Alors moi, je suis allé à Kinshasa, j'ai enseigné à l'Athénée officiel de Ngiri. Intéressant. Comment vous, au lieu d'enseigner à l'école protestante chez nous, vous êtes parti directement à Kinshasa, puis là, à Ngiri? J'ai eu une dérogation. Parce que une dérogation. J'ai voulu faire, n'est-ce pas, les études littéraires, donc les lettres. Alors pour cela, il faut avoir fait le latin. Alors, j'ai donc suis allé à Kinshasa pour suivre un cours d'histoire en latin, de latin. À Lovanium? Non pas à Lovanium, mais dans la ville même de Kinshasa, il y avait un père qui donnait le cours de latin. Le cours de latin comme cours d'histoire. Mais comme tu le sais, n'est-ce pas, c'était pour l'époque, n'est-ce pas, l'effervescence pour l'indépendance. Alors, ce cours de latin n'a pas eu lieu cette année. Mais alors, je suis resté en 59. enseignant.
À Ngiringiri. Ça, c'est l'Athénée de Ngiringiri. À l'Athénée de Ngiringiri. Et vous habitez à Kinshasa à ce moment-là, à Ngiringiri? Oui, j'habitais la commune de Yolo. Oui. La commune de Kalamou, Oui. le quartier Yolo. Et puis la commune de Ngiringiri. Et puis encore la commune de Kalamou, ce qu'on appelle actuellement Matongé. Un jeune enseignant, un jeune instituteur, Oui. jeune professeur. Alors après donc l'enseignement, Vous avez enseigné quelle classe? 4e année primaire. Combien d'étudiants? Il y avait dans chaque classe au moins une quarantaine d'élèves. Ah, pas beaucoup, hein? C'est pas comme aujourd'hui, hein? Là, à cette époque-là, dans l'enseignement primaire officiel, le nombre d'élèves pour chaque classe était fixé à 40. 40. Alors, vous avez enseigné pendant combien d'années? Alors, j'ai enseigné pendant une année. J'ai enseigné une année. Et puis, comme je voulais continuer les études, je suis allé m'inscrire à la section pré-universitaire de l'Ovanium. Alors, l'indépendance vous a trouvé enseignant? L'indépendance m'a trouvé, n'est-ce pas, enseignant. En même temps aussi, le fin de ma carrière comme enseignant, parce que après cela, je suis allé à l'Ovanium, à l'Ovanium, section pré-universitaire. Pourquoi une section pré-universitaire? En créant l'université, l'enseignement supérieur au Congo, on constatait que le niveau des écoles secondaires et le programme de 48 n'était pas suffisant pour entrer directement à l'université. On a créé, n'est-ce pas, une année préparatoire. On appelait, n'est-ce pas, on appelait année universitaire pour préparer l'homologation des diplômes. Pour atteindre, n'est-ce pas, le niveau d'enseignement supérieur. Comme ça, le diplôme avait une valeur universelle quand même. Oui. Ouais. Alors celui qui a fait ce diplôme-là, le pré-universitaire, pouvait entrer à l'université. Au Congo, à Kinshasa ou à Lubumbashi. Ou à l'extérieur du Congo. Même à l'extérieur. Et vous êtes allé là et vous avez fait une année. Une année. Alors, vous avez des collègues, vous vous souvenez d'un collègue qui était avec vous? Oui, parmi les collègues que je connais, ils sont nombreux, mais comme l'avocat Ndoudi. Ah, Maître Ndoudi était avec vous. Maître Ndoudi. Intéressant. Mais lui, comme il avait fait les humanités littéraires, alors il s'est préparé pour l'homologation pour entrer en droit. En droit. Ok. Alors moi j'ai préparé pour entrer sciences de l'éducation, sciences commerciales ou d'autres. Vous avez étudié là les mathématiques encore, français, français, philosophie, histoire, géographie. Donc les disciplines, n'est-ce pas, nécessaires pour l'orientation que vous voulez prendre à l'université. Oui. Alors j'ai réussi cet examen-là. Donc j'ai obtenu le diplôme de homologation. Mais je n'étais pas tout à fait satisfait de l'orientation que j'ai voulu. Alors lorsque donc à l'indépendance, il y avait un chrétien protestant qui priait à la paroisse, qu'on appelle actuellement paroisse de la Gombe. Il a constaté... À Kalina. Il a constaté que au Congo, il n'y avait pas de pasteur de formation universitaire comme dans les églises en France, par exemple. Alors il a demandé à ce gouvernement, il a demandé au gouvernement français à ce qu'il accorde aussi des bourses pour les études de théologie. Et j'avais déjà cette idée-là de faire des études de théologie. Au Congo aussi, il n'y avait pas une faculté de théologie organisée. Alors
la faculté de théologie était en gestation. Mais comme on connaît les problèmes politiques à ce temps-là, la sécession katangaise, parce que la faculté de théologie devait être créée au Katanga. Au Katanga, oui. Oui, mais les questions politiques de l'époque ne permettaient pas, ne favorisaient pas la création, le fonctionnement de cette faculté. Oui. Alors, j'ai profité donc de cette offre-là pour aller faire les études de théologie à la faculté de théologie de l'université de Strasbourg. Ah, et vous avez eu la bourse de la France? Et j'ai reçu une bourse du gouvernement français. Oui. Alors je suis allé là en 1961. 61, oui. Après l'année universitaire. Un jeune étudiant. Parmi mes collègues, c'est, vous connaissez, l'évêque Boyaka Oui. et l'évêque Elonda. Ils étaient donc mes condisciples. La faculté, nous sommes de la même progression, de la faculté de théologie de l'université de Strasbourg. Intéressant. Alors vous êtes arrivé là, vous avez fait combien d'années? Alors, nous avons fait, n'est-ce pas, la durée des études, c'est 5 ans. Et là, vous avez étudié quelles branches en théologie, un peu, vous le nommez un peu, je sais que vous en avez étudié assez là. Donc, toutes les disciplines théologiques importantes, les sciences bibliques, Ancien, Nouveau Testament, l'histoire du christianisme, qu'on appelle encore l'histoire de l'Église, l'histoire de la religion, théologie dogmatique, et éthique, et théologie pratique. Donc, toutes ces disciplines, histoire des dogmes, toutes ces disciplines historiques qui sont enseignées dans une faculté de théologie. Il y a des gens qui pensent que la théologie, c'est une seule discipline. Mais alors que les études de théologie, c'est un ensemble de plusieurs disciplines qui ont le même but, pour former les gens à la parole de Dieu, et pour l'évangélisation, pour la vie de l'Église, comme pasteur, etc. Et quels sont les professeurs que vous avez rencontrés, quelques-uns? Vous m'avez souvent parlé de Roger Mel, par exemple. Oui, le professeur Roger Mel, qui était le professeur d'éthique, il a fait aussi la philosophie. Il vous a marqué, hein? Le professeur Jacob, Edmond Jacob dans l'Ancien Testament, le professeur Étienne Trocmé. Oui, Trocmé, vous en avez parlé souvent. Le Nouveau Testament. Et Philodenko, Histoire de l'Église, Wendel, François Wendel, et Histoire de l'Église, André Benoît, Histoire de l'Église, patristique, etc. Et là, vous allez... Et puis les professeurs de philosophie. Ouais. Oui. Et là, vous allez plus vous plonger... Professeur peut-être, ouais. Le Nouveau de théologie pratique, René Fortsel, théologie pratique. Ouais. Quel serait votre... Alain Chevalier, qui enseignait à ce moment théologie pratique. Oui, oui. Plus tard, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Quelle était votre discipline préférée, votre spécialisation, par exemple, si vous en avez fait une? Je m'intéressais à la question de l'éthique, ouais. Et puis sociologie religieuse. Ça m'intéressait beaucoup. Et vous avez fait un mémoire à la fin de vos 5 années d'études, hein? Oui, j'ai fait un mémoire pour l'obtention du diplôme de licence en théologie. Mon mémoire porte sur le prophétisme Congo. Intéressant. C'est le titre de mon mémoire, le prophétisme Congo. Vous connaissez ce mouvement-là, n'est-ce pas, des Bangouza, le prophète Congo, oui. Mais j'ai constaté qu'il y avait des éléments culturels, traditionnels, qui ont été récupérés
par les Bangunza, les prophètes, et les interpréter pour leur intégration, pour les intégrer dans le christianisme. Il y a eu donc, j'ai essayé d'analyser ces éléments pour voir là où est-ce qu'il y a un syncrétisme, où il y a une assimilation, etc. Intéressant. Oui. C'est une étude phénoménologique ou... Dans l'histoire, dans le cadre de l'histoire des religions, Ok. il y a un peu, n'est-ce pas, comme phénoménologie, en même temps, n'est-ce pas, le cadre historique de tous ces événements-là. Intéressant. C'est comme, n'est-ce pas, dans la Bible, n'est-ce pas, on parle de sceptre, verge. Oui, le sceptre, oui. Oui. Alors, dans la pensée Congo, le sceptre, c'est un élément important. Très important. Le chef qui porte qui a ce canne-là, symbolisme, c'est toute l'autorité. Alors, s'il envoie quelqu'un comme délégué, comme ambassadeur, il lui donne ce sceptre-là. Cet homme-là ne peut pas être arrêté parce qu'il représente. Il porte l'autorité. L'autorité et pouvoir. Et ce symbole aussi a été intégré dans le mouvement, n'est-ce pas, du Bangunza, comme ayant reçu aussi une autorité pour répandre, n'est-ce pas, la parole de... Intéressant. La parole de Intéressant. Dieu. Vous connaissez que Géasi, le serviteur d'Élysée, Géasi, le serviteur d'Élysée, le prophète Élysée, avait donné à Géasi son sceptre pour aller ressusciter le fils de la femme qui est... Alors, donc, sans avoir fait, n'est-ce pas, des études de théologie, n'est-ce pas, avancées, développées, mais comme la Bible a été traduite en Kikongo, dans nos langues, oui. Dans les langues de soit comme chez nous, c'est en Kikongo, et les gens lisaient couramment la Bible et connaissaient toutes ces histoires-là. Alors, comme ils sont devenus des chrétiens, ils pensaient que ces choses-là n'étaient pas seulement pour les gens de cette époque, mais c'est pour nous aussi. Ils sont réappropriés. Mais n'oubliez pas, révérend Masembo, vous nous avez appris aussi quelque chose dans votre interview, comment dans votre génération les gens ont été formés depuis l'école rurale, l'école régionale, centrale, et il se pourrait que beaucoup de Sengunza aient été bien formés bibliquement à l'école rurale. Il y a des Sengunza qui étaient bien formés. Parce que c'est des Sengunza, n'est-ce pas, étaient formés jusqu'au niveau central. Jusqu'au niveau de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, de séminaire. Alors, ils connaissaient très bien leur Bible. Voilà. Leur interprétation était toujours, n'est-ce pas, une interprétation littérale. Oui, fondamentale. Fondamentale. Alors, ils savaient que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. La parole de Dieu. Ces choses se sont passées comme ça. Et ces choses, ce n'est pas seulement pour le passé, et ça peut se passer aussi pour nous. Et c'est pourquoi aussi dans les mouvements de Nguza, on comparait notre situation coloniale à la situation des enfants d'Israël en Égypte, qui étaient, n'est-ce pas, en Égypte. Donc c'est tout un symbolisme qu'on a récupéré. Alors, ces choses-là, n'est-ce pas, assimilées, étaient l'objet de intéressant. Et attirer, n'est-ce pas, mon attention pour essayer d'approfondir, n'est-ce pas, ce symbolisme. C'est pourquoi mon mémoire était considéré comme les mouvements prophétiques comme une sorte de relais pour le christianisme au Congo. Révérend Masembo, c'est la fin de la première partie de notre interview. Nous avons ici essayé de parcourir votre vie depuis votre naissance jusqu'à votre formation universitaire à Strasbourg. Dans la deuxième partie, nous allons ensemble parcourir votre carrière professionnelle en tant que professeur
Et alors nous serons très contents et très heureux d'entendre qu'est-ce que Dieu a fait au travers de votre vie comme professeur. Ça, ce sera la deuxième partie. Nous arrêtons pour la première partie. Merci.